Bonjour à tous, vous écoutez le 10e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gilbert Keith Chesterton. Chesterton, c'est un auteur anglais né en 1874 et mort en 1936. C'est un auteur qui est assez peu connu en France et pourtant c'est quelqu'un qui a énormément écrit de son vivant, notamment dans le domaine de la littérature policière, mais pas uniquement. Il a écrit plus de 80 livres, des romans ou des recueils de nouvelles, mais aussi plusieurs milliers d'articles en tant que journaliste. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur la littérature policière, et notamment, souvenez-vous, je vous avais parlé de Meurtre en chambre close de John Dixon Carr et de son détective extravagant, obèse, grand buveur et bon vivant, Gideon Fell. Eh ben, Gideon Fell, c'est un personnage très fortement inspiré de Chesterton que Carr admirait. Alors je vous ai indiqué à quelle période Chesterton a vécu, vers la fin du 19e siècle et le début du 20e, et évidemment, cette époque-là, c'est l'ère du roman policier dit classique, à la Agatha Christie ou surtout à la Conan Doyle. C'est vraiment un contemporain du père de Sherlock Holmes. Roman policier classique, donc, avec toujours ce schéma inamovible dont je vous ai déjà parlé. Un meurtre mystérieux est commis. Un individu va enquêter, va interroger les suspects, recouper tous les indices, tous les alibis pour, à la fin, confondre le coupable. Et le but, pour nous, lecteurs, c'est d'être plus malin que l'enquêteur et de résoudre le mystère avant lui, si possible. Et Chesterton, évidemment, il a écrit dans ce genre-là. Il a écrit beaucoup de livres et notamment beaucoup de nouvelles. Oui, la fin du 19e siècle, le début du 20e, c'est vraiment l'âge d'or de la nouvelle qui n'est alors pas considéré comme un genre mineur. Et Chesterton, bon, il a écrit plusieurs romans, comme je vous disais, mais ce n'est pas une forme qui lui convient vraiment. Ces romans ont un peu tendance à traîner en longueur en général. Non, lui, il est fait pour la forme courte, la nouvelle, et la plupart de ses chefs-d'œuvre sont des nouvelles. Et son personnage le plus connu, c'est un enquêteur qui n'apparaît justement que dans des nouvelles, une cinquantaine plus précisément, et qui s'appelle Father Brown, le père Brown. Et oui, c'est un prêtre. Oui, parce qu'il faut que je vous dise une chose avant de continuer, c'est que Chesterton, c'est un chrétien convaincu, très convaincu. C'est pas le genre à juste aller à la messe le dimanche de temps en temps et à brûler un cierge une fois de temps en temps aussi pour se donner bonne figure. Non, c'est vraiment un chrétien pratiquant. Il a notamment écrit plusieurs œuvres apologétiques très renommées et plusieurs ouvrages philosophiques. On parle même très sérieusement, semblerait-il, actuellement d'une éventuelle béatification à venir, c'est dire. Et c'est un ami à lui, un prêtre catholique, le père John O'Connor, qui l'a converti au catholicisme. Et ce père John O'Connor, c'est justement lui qui a servi de modèle pour l'enquêteur de Chesterton, le père Brown. Le père Brown, qui apparaît pour la première fois en 1911, c'est donc un prêtre catholique et physiquement c'est un homme insignifiant, mal habillé, avec un physique ingrat, mais qui, comme tout bon enquêteur qui se respecte, est confronté malgré lui à un certain nombre de crimes et autres mystères, et qui fait tout son possible pour les résoudre. Voilà, ça c'est classique. Mais là où ça devient intéressant, c'est que contrairement à tous ses collègues, tous ses contemporains, les Sherlock Holmes, les Hercule Poirot et autres Auguste Dupin, qui sont tous finalement des ordinateurs humains qui brillent par leur capacité de déduction, qui utilisent la logique pour résoudre les mystères auxquels ils sont confrontés, le père Brown, lui, contrairement à ça, c'est un intuitif. Et ça va à l'encontre des habitudes de l'époque, comme je vous le disais. Et j'exagère pas, d'ailleurs, quand je parle d'ordinateur humain. À cette époque, on est vers les années 1900-1910, il y a un personnage assez peu connu lui aussi, un héros de nouvelles policières, qui s'appelle la machine à penser. Oui, la machine à penser, c'est son nom, enfin c'est son surnom. Et la machine à penser, c'est un peu la quintessence de ce type d'enquêteur, c'est un scientifique, un individu au QI extrêmement élevé, aux compétences sociales très limitées, mais aux capacités déductives très poussées. C'est un type à peine humain, presque une machine, un ordinateur avant l'heure, quoi. Et pour la petite histoire, la machine à penser, c'est la création d'un jeune auteur, Jacques Futrelle, qui n'a pas trop eu le temps d'écrire malheureusement, parce qu'il est parti un jour faire une croisière sur un bateau qui s'appelait le Titanic. Et c'est dommage parce que les quelques nouvelles et romans qu'il a écrits sont de très bonne qualité. Et donc, quand je vous parle d'enquêteurs extrêmement rationnels, presque dénués d'émotion, c'est loin d'être anodin, c'est tout à fait dans l'air du temps, tout ça, parce qu'on est en plein positivisme, cette époque où on pense que la science va résoudre tous les problèmes de l'humanité, où la religion commence à être fortement remise en cause, et Chesterton, lui, évidemment, ça va un peu à l'encontre de ses convictions, et il décide de prendre le contre-pied de cette tendance, et de créer un personnage qui résout les mystères à l'aide de son intuition. Et le père Brown, il se met à la place du coupable, il essaie de rentrer dans sa tête, il essaie de penser comme lui, et grâce à sa grande connaissance de la nature humaine et de ses failles, il arrive peu à peu à démêler le mystère. Bon, alors je vous parle d'un ardent catholique depuis tout à l'heure, et je voudrais pas vous donner l'impression qu'il s'agit d'une littérature extrêmement rigide, extrêmement sérieuse, pleine de prêchi-prêcha. Non, c'est loin d'être le cas. Ces nouvelles, toutes les nouvelles qui concernent le père Brown, elles sont pleines d'un humour typiquement anglais, et elles sont
pleines d'humanité et on peut tout à fait les apprécier sans être chrétien, vous pouvez me croire. Et ce qui est vraiment appréciable dans ces textes, c'est justement l'atmosphère qui sort du commun, une ambiance un peu onirique, un peu paradoxale, parfois à la limite du surréalisme, et qui tranche vraiment avec l'ambiance habituelle des œuvres policières. Et puis, surtout, même si les nouvelles sont de qualité inégale, il y a dans le corpus de véritables chefs-d'œuvre, des meurtres en chambre close notamment, qui font partie des monuments du genre. Et autre chose que je trouve agréable chez le père Brown, c'est que les nouvelles se suivent, mais sont loin de toutes se ressembler, on est souvent surpris. L'auteur est loin d'appliquer toujours les mêmes recettes, avec toujours les mêmes schémas récurrents, les mêmes types d'histoires et les mêmes personnages. Le père Brown, il voyage beaucoup à travers le monde, et il se retrouve dans des situations très différentes à chaque fois. C'est une série où il y a très peu de personnages récurrents, le seul personnage qu'on voit vraiment réapparaître régulièrement, c'est quelqu'un qui s'appelle Flambeau, un cambrioleur qui, au cours de la série, finit par se repentir et a assisté Brown dans certaines de ses enquêtes. Alors le père Brown, c'est un personnage qu'on ne connaît pas très bien en France, mais il est très connu au Royaume-Uni et il a été porté plusieurs fois à l'écran. Notamment une fois dans un film de 1954 intitulé Father Brown, qui est basé sur la première nouvelle mettant en scène le prêtre. Et dans le rôle titre, il y a Alec Guinness. Mais si, voyons, Obi-Wan Kenobi, voilà, vous situez. Pour la petite histoire, Alec Guinness, il se serait converti lui-même au catholicisme après avoir incarné le père Brown dans ce film. Et plus près de nous, il y a une série télévisée créée par la BBC, intitulée Father Brown, comme c'est original, qui est plutôt là pour le coup une adaptation très libre du personnage, plutôt un hommage qui s'éloigne beaucoup de l'œuvre de Chesterton. L'histoire, elle se passe dans les années 50, dans un petit village, il y a beaucoup de personnages récurrents qu'on retrouve d'un épisode à l'autre. Certaines des nouvelles de Chesterton ont été adaptées dans ce contexte, mais la plupart des histoires sont des créations originales. Et niveau ambiance, on se croirait un peu sur France 3 un dimanche soir. Je sais pas si vous voyez les enquêtes de Barnaby, les enquêtes de Vera, voilà, c'est ce genre d'ambiance. On s'éloigne un peu de l'œuvre de Chesterton stricto sensu, mais on est tout à fait dans le genre d'atmosphère dont raffolent les téléspectateurs anglo-saxons, cette ambiance un peu cosy où on assassine, mais gentiment, et où les coupables se croient toujours malins, mais ils se laissent attraper sans opposer trop de résistance. Coupable d'ailleurs que plus souvent une mamie jalouse qui a assassiné son mari avant de retourner tricoter un pull au coin du feu, plutôt qu'un chef de gang mafieux qui vient marquer son territoire. Et en France, on a un problème un peu avec ce genre d'histoire, on trouve que c'est pas assez littéraire, on préfère mettre en avant la littérature noire, sérieuse, la critique sociale, mais finalement les lecteurs et les téléspectateurs aussi aiment bien ce genre d'histoire et d'atmosphère un peu plus sereine et décontractée. Alors quelques conseils de lecture donc. Tout d'abord, sur cette série de Father Brown, vous pouvez par exemple lire l'intégrale des nouvelles qui est publiée dans la collection Omnibus. Ça représente 5 recueils et une cinquantaine de nouvelles en tout. Et sinon, si vous êtes un peu intimidé par un recueil de cette taille-là, vous pouvez trouver assez facilement des recueils plus courts qui contiennent quelques histoires seulement. Notamment, chez le livre de poche, vous pouvez trouver Le secret du père Brown et autres nouvelles. C'est 4 nouvelles et ça coûte que 2 €, voire 1,50 € si vous l'achetez en version numérique. Et sinon, un autre recueil de nouvelles de Chesterton, qui ne parle pas du père Brown cette fois, mais qui est toujours un recueil de nouvelles policières, c'est Le Club des métiers bizarres. Le Club des métiers bizarres, voilà, c'est un recueil qui est vraiment atypique, qui raconte les histoires de personnes qui ont tout un métier un peu original, extravagant, qui sortent de l'ordinaire, un métier bizarre, quoi. Alors c'est un peu difficile à expliquer, je peux pas vraiment vous raconter l'histoire, mais c'est vraiment très particulier, c'est très original. Ça reste de la littérature policière, indiscutablement, mais c'est de la littérature policière sans mort, sans crime, et c'est une atmosphère vraiment unique, très anglaise. Il y a un petit côté, pour vous donner une idée, il y a un petit côté, je trouve, chapeau melon et bottes de cuir, et c'est publié dans la collection L'Imaginaire Gallimard. Alors avant qu'on se quitte, je vais vous lire un petit extrait d'une nouvelle qui s'appelle La Croix Bleue. C'est la toute première nouvelle qui parlait de Father Brown, et c'est celle qui a été portée dans le film de 1954 dont je vous parlais tout à l'heure. Flambeau était en Angleterre. La police de 3 pays avait enfin suivi la trace de ce grand criminel de Gand à Bruxelles, et de Bruxelles au Hoek van Holland. On supposait qu'il tenterait de tirer parti du mouvement anormal et de la confusion causée par le congrès eucharistique, qui devait avoir lieu à Londres. Il voyageait sans doute sous les traits de quelque humble ecclésiastique ou de quelque obscur secrétaire se rendant à cette assemblée. Valentin ne pouvait naturellement rien affirmer. Personne ne pouvait rien affirmer concernant Flambeau. Cela fait des années maintenant que ce géant du crime a soudain cessé d'agiter le monde. Lorsque cet événement se produisit, comme après la mort de Roland, un grand calme se fit sur la terre. Mais dans ses plus beaux jours, j'entends naturellement ses plus laids, Flambeau était un personnage aussi emblématique et renommé que le Kaiser. Il ne se passait pas de semaine sans que les journaux n'annoncent qu'il s'était soustrait aux conséquences d'un crime extraordinaire et en commettant un autre. Il y avait une chose que Flambeau, malgré toute son adresse, ne pouvait parvenir à cacher, sa haute taille.
Si l'œil vif de Valentin avait aperçu une grande marchande de fruits, un grand grenadier ou même une duchesse de taille assez élevée, il les eût sans doute arrêtés sur le champ. Mais parmi tous les voyageurs de son train, il n'y avait personne qui pût être un flambeau déguisé. À moins qu'une girafe puisse se déguiser en chat. Valentin avait examiné à loisir les passagers du bateau. 6 personnes seulement étaient montées à Harwich et au cours du trajet. Un petit employé de chemin de fer se rendant au terminus de la ligne, 3 jardiniers, d'une taille en dessous de la moyenne, montés 2 stations plus loin, une toute petite veuve venue d'une bourgade de l'Essex, et un tout petit prêtre catholique romain venant d'un village de l'Essex. Lorsque ce dernier apparut, Valentin renonça à ses recherches et se mit à rire. Le petit prêtre personnifiait si bien les plaines de l'Est. Son visage était aussi rond et banal qu'une pomme du Norfolk. Ses yeux étaient aussi vides que la mer du Nord. Il transportait plusieurs paquets enveloppés de papier brun qu'il ne parvenait pas à rassembler. Le congrès eucharistique devait avoir fait sortir de leur retraite beaucoup de créatures aveugles et vulnérables, comme autant de taupes de leur trou. Voilà, donc c'était un extrait de La Croix Bleue, la première enquête du père Brown de Chesterton. C'était la crème du crime, merci d'avoir écouté cette chronique. La prochaine fois, je vous parlerai de Lee Child. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.